Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 13 février 2022. Au sommaire de cette édition, il souffre toujours de la pénurie de sucre à Kayokwe. Les habitants de cette commune de la province Ngaro demandent aux autorités d'intervenir. Et le Burundi risque de se retrouver encore une fois en queue de classement du Fonds monétaire international de l'année en cours. Son produit intérieur brut est le plus faible de la planète. Vous aurez également les détails dans un instant. Et au cours de l'édition, nous évoquerons également les grognes des enseignants membres du Fonds de logement qui attendent leur crédit depuis environ une année. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Page sécurité. Pour commencer, un Imbonerakure a été tué mardi dernier par ses camarades sur la colline Chari 2 en zone commune et province Bubanza. Les informations fournies par les habitants de la localité indiquent que cet assassinat serait lié à une mésentente sur la commercialisation d'une boisson prohibée dite Kanyanga. Le point avec Emmanuel Niungeku. Grégoire Misago, c'est le nom d'un Imbonerakure qui a été tué mardi soir par ses compères. Les faits se sont déroulés sur la colline Chari 2 en zone commune et province Bubanza. Les informations en provenance de la commune Bubanza font savoir qu'un Imbonerakure, Grégoire Misago, a été surpris par un groupe d'autres Imbonerakure en possession de 2 bidons de 5 litres chacun contenant une boisson alcoolisée fabriquée localement dite Kanyanga. La colline de Chari 2 est un lieu réputé pour la vente illégale de cette boisson, selon toujours nos sources. Après avoir saisi un parmi ces 2 petits bidons, la victime aurait été obligée de payer une somme d'argent jusque-là inconnue, perçue comme une amende pour avoir commis cette infraction. Après paiement de cette somme, nos sources font savoir que le nommé Grégoire Misago aurait pris l'autre bidon de 5 litres qui lui restait et s'est mis à courir pour se sauver. C'est ainsi qu'un Imbonerakure du nom d'Adèle Ntibarikure l'a poursuivi et l'a perforé l'abdomen à l'aide d'une lance spéciale communément appelée Ingobe. Grégoire Misago rendra l'âme avant d'arriver à l'hôpital. Les proches de la victime parlent de meurtre prémédité. Mercredi matin, ils ont attaqué le ménage de l'auteur du crime pour se venger. N'eût été l'intervention de la police. Révoltés, ses habitants s'en ont pris aux maisons. 4 d'entre elles ont été brûlées, dont une appartenant à l'auteur du crime. L'affaire du meurtre a été jugée en flagrance par le tribunal de grande instance de Bubanza et l'accusé a été condamné d'une prison à vie. Il devra également verser 10 millions de francs burundais d'indemnité à la famille de la victime. Pour le moment, les familles de la victime et du bourreau sont à couteau tiré. Les habitants de la commune Bubanza dénoncent l'ignorance des autorités à la base face à la fabrication et la vente illégale de cette boisson dite Kanyanga. Ils craignent que le pire ne pourrait se reproduire si rien n'est fait afin d'éradiquer cette boisson. Puisque nous parlons des Imbonerakure, le mouvement international de la jeunesse burundaise appelle les jeunes à ne pas écouter des politiciens qui détruisent leur futur. La présidente de son mouvement demande également aux parents de donner des conseils utiles à leurs enfants. Écoutez plutôt Karen Kaneza, c'est la présidente du mouvement international de la jeunesse burundaise. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on n'est pas surpris de cette réaction, mais aussi cette situation est très déplorable et c'est vraiment dommage que ces jeunes Imbonerakure regagnent conscience un peu plus tard. Ils sont pris dans un piège qu'on a tenté de les avertir à maintes reprises, que le parti CNDD-FDD ne fait que les manipuler, qui ne se soucie pas de leur bien-être ou leur avenir. Donc, de notre part, nous ne pouvons que continuer à alerter tous les jeunes du danger de ce genre de manipulation de certains de nos politiciens. Nous appelons la jeunesse à mettre en avant les valeurs humaines, les valeurs de l'ONU. Ce n'est pas parce qu'une telle personnalité qui a une certaine position ou responsabilité importante du pays t'envoie tuer ou menacer ton voisin et que cela devient acceptable à tes yeux, alors que peut-être les parents, la famille ont tout fait pour que tu aies une bonne éducation, ne fût-ce que le minimum. Personnellement, j'aimerais lancer un défi aux jeunes, surtout ceux affiliés aux partis politiques
existants et fonctionnants au Burundi, de préparer et présenter un programme de développement bien planifié qui se concrétiserait sur une colline ou dans un quartier selon les besoins primaires de la population de cette localité. La réponse que vous recevrez du bureau de votre parti vous montrera où se trouve le réel intérêt du parti. Deuxièmement, j'appellerai les parents des jeunes de ne pas laisser la responsabilité d'éduquer humainement au parti politique. Ils sont responsables de leurs enfants. J'ose espérer qu'après tant de décennies d'instabilité politique et de pauvreté dans notre pays, les Burundais maintenant peuvent discerner ce qui est bien ou mauvais pour notre pays. Je lance encore un appel aux jeunes d'être analystes. Qu'on jette un œil en arrière dans l'histoire récente de notre pays, des partis politiques. Qu'est-ce qui est arrivé à la jeunesse qui a été manipulée de la même façon? Rien que le malheur. Et enfin, aux Imbonerakure, je dirais, il y a toujours de l'espoir. Bien sûr, pour ceux qui sont conscients. Vous pouvez être des redresseurs de vos aînés par la grâce de Dieu. Karen Kaneza réagit au récent enlèvement de 6 Imbonerakure par les agents de service de renseignement de Kirundo parce qu'ils avaient refusé de se joindre aux autres Imbonerakure pour un prochain déploiement en République démocratique du Congo pour combattre les rebelles du mouvement Red Tawara. Rendons-nous à présent à Ruyigi où les pluies torrentielles mêlées de grêle ont dévasté plusieurs champs au chef-lieu de cette province. C'était hier. Il y a eu d'autres dégâts selon la population. Eric Nyonzima. C'est depuis 12 heures que la pluie torrentielle mêlée de grêle est tombée ce samedi au chef-lieu de la province Ruyigi. Les quartiers Sanzo et Gasanda ont été plus touchés par rapport aux autres par cette pluie qui s'est arrêtée à 14 heures. La pluie a emporté la toiture de plusieurs maisons et les champs de manioc et de bananeraies et d'autres ont été endommagés. Cette pluie a fait beaucoup de dégâts. Certaines tôles ont été emportées tandis que certaines maisons ont été complètement détruites. Même les champs de culture ont été détruits comme des champs de haricots, de bananeraies, des champs de maïs et d'autres. Si rien n'est fait, nous risquons de mourir de faim. C'est un problème. Les habitants du chef-lieu de la province Ruyigi indiquent que la grêle a fondu après environ 2 heures. Ces habitants indiquent qu'ils risquent de mourir de faim si le gouvernement et les bienfaiteurs n'interviennent pas. Nous n'avons pas pu joindre Antoinette Semugara, administrateur de la commune Ruyigi, pour nous dire ce que prévoit l'administration pour cette population. Dans un instant, nous parlons des grognes des enseignants. Je vous le disais dans les titres, les enseignants membres du fonds de logement sont en colère. Ils ne sont plus servis comme convenu en attente de crédit depuis près d'une année. Ces enseignants exigent des explications de la part des responsables de ce fonds. Les détails avec Josiane Mouzaneza. Ces enseignants membres de ce fonds de logement des enseignants FLE en sigle indiquent qu'il est insensé de ne pas bénéficier de crédit alors qu'ils contribuent depuis plus de 10 ans. Ce qui frustre encore plus ces enseignants, c'est que même les demandes introduites depuis le mois de septembre n'ont jamais eu de suite, comme en témoigne l'un d'entre eux qui s'est entretenu avec la RPA. Son fonds donne des crédits logement, mais nous faisons face à de nombreuses difficultés. Il y en a qui ont déposé des dossiers de demande au mois d'octobre, mais ils attendent toujours la réponse. Ceux qui ont déposé en septembre sont également dans la même situation. En plus, les demandes continuent à s'accumuler. C'est vraiment très grave. Ces enseignants disent également ne pas comprendre pourquoi tous ces retards et toutes ces tractations alors qu'ils cotisent mensuellement une somme de 12 000 francs bout chacun, d'où ils demandent aux responsables de ce fonds de leur expliquer où se situe le blocage. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu contacter le directeur du fonds de logement enseignant pour de plus amples éclaircissements. Rendons-nous à Makamba à présent où le directeur de l'hôpital de Nyanza-Lac est accusé par le personnel et les patients d'être souvent absents au service. Conséquence, il y a paralysie de certaines activités de l'hôpital. Les détails avec Onésime de Chimagize. Le personnel de l'hôpital Nyanza-Lac, tout comme les patients qui fréquentent cet hôpital, accuse le médecin directeur Ernest Ouezo d'absentéisme. Il précise qu'il est souvent occupé par ses propres affaires, notamment les activités commerciales à Bujumbura. Et le plus souvent s'occupe de sa ferme située dans la localité de Gisenga, en zone Kabonga. Pour cette population, ce n'est pas mal d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Mais ces activités, a-t-elle souligné, ne pourraient en aucun cas étouffer les activités d'intérêt général,
Ce qui n'est pas le cas chez le directeur de l'hôpital Nyanzalak. Un des employés du dit hôpital donne des exemples. L'hôpital a 3 ambulances. Il arrive que les 3 véhicules soient tous stationnés par manque de carburant. Non pas à cause de la carence de ce produit, mais parce que le directeur n'est pas là pour débloquer l'argent. La situation devient plus calamiteuse lorsqu'il y a coupure du courant électrique. Souvent, on ne peut pas utiliser le groupe électrogène à cause de ce manque de carburant. La situation est plus pire au service de réanimation et en pédiatrie, car les couveuses ne fonctionnent pas en cas de coupure du courant électrique. Mis à part la perte de vies humaines à cause de la coupure du courant électrique, le manque de médicaments est aussi une préoccupation à cet hôpital. Les employés font savoir que l'approvisionnement en médicaments n'est pas du tout régulier. Et quand c'est le tour du directeur de l'hôpital, Ernest Ouezo, de faire la garde, les patients sont suivis uniquement par des infirmiers. Car ce médecin directeur n'est pas là, ce qui ne manque pas de causer des problèmes, comme l'indique cet infirmier. Souvent, certains services sont paralysés quand c'est le tour du médecin directeur de faire la garde, car il est souvent absent. Il se préoccupe de ses affaires personnelles au détriment de l'intérêt général. Ces activités de commerce illicite paralysent les activités de l'hôpital. Le personnel de l'hôpital Nyanzalak ainsi que les patients qui fréquentent cet hôpital demandent aux autorités hiérarchiques du médecin directeur Ernest Ouezo de le ramener à la raison et ainsi éviter les pertes de vies humaines. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le médecin directeur de l'hôpital Nyanzalak, Ernest Ouezo, mais sans y parvenir. Je vous le disais également dans les titres, le Burundi risque d'être à nouveau classé pays le plus pauvre du monde à la fin de l'année en cours, selon les prévisions de croissance du Fonds monétaire international. Le portail en ligne Statista a indiqué ce vendredi que le Burundi enregistrera encore une fois le produit intérieur brut par habitant le plus faible au monde, soit $269 américains par habitant. Selon le FMI, le pays occupe cette position depuis 2019 avec un PIB par habitant ne dépassant pas $270 américains. Ainsi, le PIB par habitant du Burundi a diminué d'année en année, passant de $306 américains en 2017 à $264 en 2019, faisant le Burundi le pays le plus pauvre de la planète. En parlant de cette situation critique dans laquelle se trouve l'économie du Burundi, les experts en la matière indiquent qu'elle est consécutive à la perpétuité des crises politiques et à la mauvaise gouvernance. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, économiste et président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM en sigle. Être le pays le plus pauvre du monde depuis un certain temps, justement, pourquoi cet état de lieu? Et le Burundi a été beaucoup miné par des crises politiques répétitives. On vient de le montrer que depuis 1962 à 2020, le Burundi n'a jamais passé au moins 15 d'années successives sans avoir une crise politique. Déjà, avec la crise de 93, le PIB du Burundi a reculé de 33%. Et quand il y a la calmie, alors c'est la corruption qui s'établit et qui empêche la mobilisation des fonds des partenaires techniques et financiers et la mobilisation des fonds des investissements privés étrangers. Et cette situation est relayée par une classe politique rompue aux pratiques de la corruption, de cupidité, d'égoïsme, et au lieu de mettre en avant la logique du développement et mettre en avant la logique de piéger les deniers publics, au lieu de mettre en avant les compétences, la recherche, la vie du développement, non, la classe politique lutte pour leurs intérêts. Donc cette situation maintient le pays dans une situation de pauvreté indescriptible. Faustin Ndikumana indique également que le Burundi, actuellement placé parmi les pays qui vivent aux dépens de l'aide extérieure, doit remplir un certain nombre de conditions sine qua non, attestant sa capacité de gestion transparente de fonds publics. Quant au déblocage des appuis de l'Union européenne, j'imagine que même dans la déclaration de Paris, les conditionnalités de l'aide restent une réalité. Il faut qu'un pays ait la capacité de trouver la bonne gouvernance, la capacité institutionnelle de gestion
transparence de la chose publique dans le respect des valeurs démocratiques. Est-ce qu'un pays a une cour des comptes sérieuse qui peut suivre l'argent du contribuable? Est-ce que le Parlement a suffisamment de pouvoir pour exiger la redevabilité en matière de gestion financière? Est-ce qu'il y a une société civile forte? Est-ce qu'il y a... Les médias peuvent quand même renforcer le degré de redevabilité des dirigeants envers les citoyens. J'imagine qu'il faut tout un paquet de conditions pour que les retombées de cette mesure de levée de sanctions soient une réalité. Même aujourd'hui, on constate que, par exemple, au lieu d'évaluer le portefeuille de la base, on constate que même le taux d'absorption reste faible pour les financements disponibles. On peut constater que, par exemple, à la base, l'an dernier, au moins 30% des financements promis avaient été déjà débloqués. Sans oublier l'évaluation régulière de la Banque mondiale à travers le CPIA qui prouve que le Burundi n'a pas d'institution forte et transparente pour une bonne gestion de la chose publique. Tout cela, vous voyez même les marchés, comment ils se passent, les barrages de mandat et d'OKG. Donc il faut un effort substantiel en matière de bonne gouvernance pour que les retombées positives de cette mesure de levée des sanctions de l'Union européenne soient une réalité. Et les habitants de la commune Kayokwe en province Mwaro ont de plus en plus du mal à avoir accès au sucre. Même le peu qui est disponibilisé se volatilise au grand désarroi de la population qui ignore sa destination finale. Le point avec Aimable Nishimwe. Ces habitants de la commune Kayokwe, en province Mwaro, font savoir qu'ils ont perdu la trace du sucre, distribué la nuit de ce jeudi à un commerçant de la place du nom de Rodrigue Bukuru. Selon eux, ils pensaient aller s'approvisionner le lendemain, mais aucune boutique des environs n'a été servie jusqu'aujourd'hui. Ces habitants disent que même le peu de commerçants qui disposent encore du sucre le vendent à un prix exorbitant, comme en témoigne l'un d'entre eux. Le sucre est arrivé jeudi soir quand les gens rentrent chez eux. Il a été amené dans un véhicule de type Fuso. Il y avait à son bord au moins 50 sacs. Mais on a été surpris de voir qu'aucune boutique de la place n'a été servie. Et on se demande où tous ces sacs ont été emmenés. Ces citoyens disent également ne pas comprendre pourquoi l'approvisionnement se fait pendant la nuit, sans oublier que sa distribution est sélective et se fait par affinité. Ils ne peuvent pas décharger le sucre du véhicule en pleine journée. Même pour le transport pendant la journée, ils mettent le sucre dans des sacs autres que ceux de la Sosumo. En fait, ils emballent ce sucre dans de gros sacs pour cacher ce qu'ils transportent. Les habitants de la commune Kayokwe demandent au gouvernement de résoudre une fois pour toutes ce problème de manque de sucre afin qu'il soit distribué en toute légalité et transparence. Voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 13 février 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Émile Nibasumba à la présentation. Passez une agréable soirée chez vous. Au revoir.